Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV YouTube. Et aussi, on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV Histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne, c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc, allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire-là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment produire cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like s'il vous plaît, partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Bonne année à tes abonnés et à toi-même. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je suis venue te raconter de toute nouvelle histoire. C'est la fille du Sud. Alors, la première histoire, elle se déroule à Yaoundé. La première histoire, c'est deux amies. Donc, on va appeler Anna et Jeanne. Donc, Anna et Jeanne sont amies. Elles sont à l'université, tu vois. Elles louent une chambre à soi. Et du coup, elles ont pour habitude en mode à Yaoundé là-bas, il y a des endroits où c'est un peu les endroits chics où elles savent que non, c'est les gens aisés qui y vont régulièrement, comme le Socrate, le Kenny House, le, le Bliss, bref, les cafés, les trucs un peu chics là-bas à Bastos. Donc, elles savent que les, les gens un peu friqués y vont. Donc, elles ont décidé que tous les week-ends ou alors quand elles n'ont pas cours, elles s'habillent, elles se mettent bien belles, sexy, charmantes. Elles partent s'asseoir là-bas, elles vont peut-être prendre un cocktail, elles vont rester avec le cocktail pendant peut-être toute la soirée ou bref, elles vont consommer très très peu pour pouvoir essayer d'attirer ces hommes en fait. Et elles étaient très très belles. Jeanne et Anna, elles étaient très très belles. C'est donc comme ça que elles y vont régulièrement. Donc tantôt elles peuvent tomber sur un mec qui va les payer à boire, ils vont faire des trucs, payer à manger. Mais ça n'allait jamais plus loin que peut-être quand ils vont aller dans la chambre et après, plus de nouvelles. Ok. Donc ce soir-là, elles sont encore parties et tout. Donc elles étaient donc assises. Elles ont pris leur cocktail, elles sirotaient, elles attendaient. C'est donc comme ça que plusieurs messieurs entrent. Ils étaient trois. Ils se mettent à la table, juste en face d'elles. Dans un très grand restaurant connu là-bas à Yaoundé. Donc, ils se mettent en face d'elle et tout. Les messieurs sont d'abord imposants. Rien qu'à leur voir, tu sens que non. Ce sont les gros, gros porteurs, comme on dit chez nous. Elles commencent à faire des manières, ils sont excités que, mais, voilà les gros poissons. Et bizarrement, un des messieurs fixe la table. Il fixait Jeanne, il fixe Jeanne. Elle avait l'air intéressée et son amie Anna lui dit que, mais Jeanne, on dirait que tu ne t'as pas à l'œil, ma copine, tu as le gros lot, tu as le gros lot. On dit, ah non, peut-être il me regarde comme ça, peut-être il va encore vouloir coucher avec moi, après il va encore m'abandonner. Elles sont assises comme ça que le monsieur, on prend la commande du monsieur, et elle voit un serveur revient vers elle. Il y a un papier sur son plateau, dans le papier à Jeanne. Et il dit seulement que ah, c'est le monsieur là-bas qui t'a envoyé ce papier. Il demande que tu mettes ton numéro dessus. Et le serveur lui tend le stylo. C'est donc comme ça que tout est excité, tout est moustillé. Elle le fait. Elle met son numéro et tout. Et le serveur repart avec le papier. Et rien de plus ne s'est passé. Rien de plus. Elles ont terminé de siroter. Elles étaient toujours là. Elle s'est peut-être dit non, le monsieur va venir vers moi, me parler. Rien, 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 rien. Dès que les messieurs ont terminé, eux, ils sont partis. Elles sont restées. Quelques jours après, le monsieur l'appelle. Oui, franchement, tu m'as plu au restaurant. Machin, machin, j'aimerais qu'on se revoie. Je t'invite à le même restaurant, mais toutes les deux, j'aimerais qu'on discute et tout. Tu me plais beaucoup.
Et donc, comme ça qu'elle parte donc au restaurant. Elle part au restaurant seule, sans Anna. Elle arrive là-bas avec le monsieur, ça passe. Il est d'un certain âge, 50 ans, un peu très, très bien conservé là. Il est beau et tout. Il dit oui, moi, je suis pas mariée, moi, je suis célibataire et tout. J'ai pas d'enfant. Elle trouve d'abord ça bizarre. Elle dit, mais comment un monsieur beau, riche comme toi, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant? Elle dit, ah non, mais j'ai eu une fille, mais elle est décédée et j'avais une fiancée. Elles sont décédées toutes les deux et ça m'a tellement traumatisée que j'ai décidé de ne pas plus me remarier et d'avoir seulement des aventures comme ça. Alors, tu me plais beaucoup et j'ai eu le coup de foudre pour toi. Ce que je peux te proposer, c'est que euh, on, on flirte, on saute ensemble. Je deviens ma petite amie. Et si tout se passe bien, je peux même t'épouser. Peut-être c'est toi que j'attendais pour me remettre en selle, en fait, pour me marier, pour oublier ce qui s'est passé. Elle est contente que, wow, elle a le gros lot et tout. Déjà que non, le gars lui a dit, tu manges, tu prends tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci et tout. Quand elle est rentrée, le gars lui a dit, bon, moi, je peux pas te déposer parce que j'ai autre chose à faire. Le gars m'a sorti 80 000. Parmi la posé sur la table, lui a donné. Donc, elle avait les étoiles dans les yeux que non, j'ai trouvé mon gars, il est riche et tout. Elle rentre, elle explique à Jeanne, à Anna que ça s'est très bien passé. Je crois que j'ai mon gars et tout. Le manège continue pendant environ 2 semaines. Il donne l'argent. Elle dit que non, je vais un peu poser un problème banal. Peut-être ça va le faire fuir. Elle demande 50 000. Le gars envoie peut-être 150 000. Donc, en une semaine comme ça, là, DMG, on va dire qu'elle lui a posé 3 problèmes d'argent en une semaine. Ou peut-être j'ai besoin de 20 000. Le gars va envoyer peut-être 80 000. J'ai besoin de. Non, il envoie toujours plus, en fait. Et il lui a dit non, moi, je vais te prendre la pâte et tout, machin, machin. Une semaine sont passées, tout continue à aller, ça va, ils s'embrassent, mais le monsieur ne la touche pas, ça ne va pas plus loin. C'est donc comme ça qu'un jour, ils se rencontrent encore, parce qu'ils se rencontrent souvent dans les grands restaurants, les endroits chics, ils faisaient des sorties et tout. Et du genre que, euh, vu que tu es ma petite amie, ça faisait à 2 mois, on est ensemble depuis 2 mois et tout. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un week-end à Kribi, parce que j'aimerais qu'on aille à Kribi et tout, on fasse un week-end. Franchement, je pense que je t'ai étudié pendant 2 mois. Tu me plais vraiment. Je veux t'épouser. Mais avant, moi, je ne peux pas me marier sans avoir touché ma copine. Donc, j'aimerais qu'on aille dans un cadre romantique et tout. Je pense que tu mérites ça. Un peu comme une mini lune de miel avant la lune de miel. Elle est là, oh oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord. Allons-y. Elle dit à sa copine, ah, moi, on va aller à Kribi et tout. Sa copine lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, où tu pars là-bas, fais attention. Dans sa copine, donne des conseils. Il faut faire le préservatif, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Elle dit, ok, elle part. C'est comme ça qu'ils arrivent à Kribi la première nuit, tout se passe bien, il ne la touche pas et tout. Et après, il lui dit seulement que, ah, moi, j'ai oublié de préciser, quand il partait, le monsieur là avait un chien chez lui. Et il lui a donc dit que, ah, par contre, je ne peux pas laisser mon chien tout seul. Parce qu'il partait passer une semaine. Il lui a dit, moi, je vais monter avec mon chien. On va la crever avec le chien. J'espère que le chien ne te dérange pas. Elle était prête à accepter tout. Elle dit, non, il n'y a aucun souci. On peut monter avec le chien. Elle n'avait jamais vu le chien parce que, je précise aussi, elle n'était jamais allée chez le monsieur. Il se donnait toujours rendez-vous dans des grands endroits et tout. Donc, elle avait un peu de la poudre aux yeux. Elle faisait les snaps, les stories. Donc, elle les opposait. Donc, le fait d'aller chez lui, ce n'était pas encore. Bon, c'était pas encore pressant parce que bien vrai, elle lui demandait, mais le monsieur lui disait que non, t'inquiète, tu vas venir, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est toi ma femme. Tu vas venir, ne t'inquiète pas. Il lui montrait les photos et tout. Et il lui avait déjà montré la photo du chien. Donc, non, on va partir avec le chien. Je ne peux pas laisser le chien tout seul. Ok. Ils en ont pris le chien. Ils sont arrivés à Trévis, une grande villa. Première nuit, ils ont juste dormi enlacés. Deuxième nuit, ils ont fini de manger. Ça se passait bien. Et comme ça, et dans la journée et tout, elle a raconté à sa copine que, mais le monsieur lui a dit, aujourd'hui, je te gâte. Tu prends tout ce que tu veux. Dans les boutiques de Kribi. Tu prends, tu choisis, même si tu me demandes, comme si c'est la voiture, même si c'est quoi, je te donne. Elle a fait le shopping. Elle disait à sa copine que elle a peut-être fait le shopping pour 1 million. 1 million de francs DMG. Elle a acheté les choses. Acheté, parce qu'elle n'en pouvait même plus. Le monsieur lui a dit, c'est bon. Elle dit oui, les perruques de 300 000. Elle a acheté les sacs, les trucs. Mais elle était aux anges, que non. Elle a aussi acheté un truc pour sa copine, que c'est bon. Le soir, alors, le monsieur lui dit que, ah, moi, c'est le grand soir. Il est encore se découvre de ce côté-là. C'est donc comme ça que il va
Ils commencent à faire les préliminaires, s'embrasser et tout. Notons que le chien, dans la villa, le chien n'avait pas forcément un comportement comme un vrai chien que ils sont là, il va venir à leurs pieds, il va dandiner, il va faire ceci. Elle ne voyait même presque pas le chien. Elle a peut-être aperçu et le chien était toujours silencieux, le chien la fixait. Et comme il y avait le gardien, c'était le gardien qui était chargé de sortir le chien, de s'occuper du chien, non? C'était même comme si elle n'avait pas le chien, tu vois un peu. Euh, Après, donc, quand ils sont donc, là et tout, ils font les préliminaires et tout, subitement, le chien entre dans la chambre, ils sont sur le lit. Le chien s'assoit, le chien est fixe. Au début, elle ne remarque pas. Elle est dans le mood de tout qu'elle va enfin coucher avec son gars et tout. Ils sont en train de s'embrasser, faire des préliminaires et tout. Bim, elle se tourne, elle voit le chien et tout. Elle se saute que, mais qu'est-ce que le chien fait là et tout. Monsieur dit que, ah, car, on s'en fout, c'est juste un chien. Il ne va rien faire. Oh, toi aussi. Oh, il n'y a pas de problème. Bon, elle est un peu gênée, mais elle était excitée. Et continue après tout. Subitement, le chien s'avance, le chien saute sur le lit. Ils sont déjà nus. Et elle dit, mais qu'est-ce que le chien fait sur le lit? Chasse le chien et tout. Elle est gênée. Elle dit, oh, t'inquiète pas, mon chien n'a aucun souci. Ne t'inquiète pas, c'est mon chien. C'est notre chien, c'est notre premier bébé. Il n'y a pas de souci. Même s'il est là. Oh, d'ailleurs, moi, j'ai toujours eu un fantasme dans ma vie. Moi, je veux en mode que le chien te lèche les seins. Il te lèche juste les seins. Il n'y a pas de souci, mon amour. Moi, je vais t'épouser. Moi, je t'ai déjà dit, c'est le fantasme que j'ai eu et tout et tout. Fais-le pour moi, s'il te plaît et tout. Il te lèche juste les seins. Dès qu'il te lèche les seins, et après, on continue nos choses. Elle boude, elle fait ceci. Il dit, mais rappelle-toi, je vais acheter de ce que tu veux, avec ce que j'ai investi pour toi. Tu crois que je vais te laisser tomber comme ça là? Machin, machin. Elle dit donc, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est donc comme ça, donc, euh, dès qu'elle dit qu'il n'y a pas de souci, elle s'allonge et tout. C'est comme si le chien avait capté. Donc, le chien, bim, le chien monte sur elle et tout. Il vient au niveau des seins. C'est comme s'il savait. Il commence à lécher les seins, à lécher les deux seins. Soit ça lui plaisait, ou soit quoi, ou à lécher, 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 même pendant 1 minute, à peu près 2 minutes. Dès que le chien finit de lécher, le chien s'est tourné, le chien a sauté, le chien est parti. Dès que le chien est parti, le gars dit que, oh mon bébé, merci vraiment, tu as accompli mon fantasme. Demain, je vais te donner beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, tu vas voir et tout. Voilà. Et donc, comme ça, donc, ils ont fait toute la nuit. Ils ont mougou, 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 mougou. Ils ont mougou et la meuf s'est endormie. Dès qu'elle s'endort comme ça, la DMG, elle se réveille le matin. Le matin, dans l'après-midi, c'est comme si elle était tombée dans un coma. Elle dit qu'elle n'a rien compris. Elle s'est réveillée vers 13h, 14h comme ça. Là. Elle sussaute seulement. Comme si tu es choquée en fait. Comme si on l'avait dos. Comme si elle n'a rien compris. Elle s'assoit seulement. Elle regarde partout. Il n'y a personne. Elle dit que non, peut-être le monsieur, il est peut-être sorti. Peut-être il est en bas. Il ne voulait pas me déranger parce que la ville était en étage. Elle met un truc, un peignoir et tout. Elle descend. Chérie, tu es où? Machin, machin. Et tout. Personne. Elle dit que qui est. Monsieur n'est pas parti. Peut-être il est parti quelque part et tout. Chérie, chérie. Personne DMG. Personne dans la villa. Personne nulle part. Nulle part. Elle commence à paniquer. Qui est? Le monsieur est parti ou et tout. Elle monte à l'étage où ils avaient rangé les affaires. Il n'y a plus rien. Rien ne traîne. Personne. Il dit que personne, 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 personne. Elle commence à paniquer que merde, comment ça, il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle appelle le monsieur. Elle l'appelle. Personne ne décroche, personne ne décroche. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle dit que non, je vais attendre, peut-être qu'il va revenir. Elle est restée là-bas, DMG, 2 jours. 2 jours, elle n'a pas vu le monsieur. Et en descendant et tout, quand elle demande au gardien, elle dit que, ah, moi je ne sais pas, madame, moi je ne sais pas, madame. Le gardien ne disait rien et tout. Elle s'est dit que bon, comme c'est donc comme ça, je vais donc me décider à rentrer à Yaoundé et tout, DMG. C'est donc comme ça que, avec ce qui s'est passé là, elle rentre dans Yaoundé. Et les choses que le monsieur lui a achetées étaient toujours là, donc elle a tout pris et tout. Elle a décidé de rentrer à Yaoundé. Quand elle rentre dans Yaoundé, elle vient expliquer à sa copine. Sa copine lui dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle raconte à sa copine lui dit que, mais comment tu as fait ça? Il te dit que son fantasme que le chien lèche tes seins. Tu acceptes comment? Sa copine l'a grondé. Si tu m'avais dit, je t'aurais dit de ne pas faire ça. Comment tu peux faire ce genre de choses? Tu n'entends pas de ce qu'on raconte au téléphone, ici, là, dehors.
Elle dit que non, mais c'est que j'étais tellement dans le mood de la chose. Et pour moi, il n'a pas tété, il a juste léché mes seins. Donc, moi, ça ne m'a pas vraiment interpellée et tout. Et tout, et tout. La copine lui dit que oh, rien ne va se passer. La copine lui dit que j'espère que rien ne va se passer. Parce que tout ce qu'on entend ici dehors et tout là, voilà. C'est donc comme ça que elle, elle, elle a encore essayé d'appeler le monsieur. Elle a cherché à rencontrer le monsieur. À un moment, le numéro du monsieur ne passait même plus. Jusqu'à le numéro a même disparu de son téléphone. Elle n'a plus jamais eu des nouvelles du monsieur. Elle ne l'a plus jamais revu. 2 semaines après, les seins ont commencé à gonfler. Les seins ont commencé à pourrir. Le pus sortait. Les seins ont commencé. Elle est partie à l'hôpital. Toutes les choses que le monsieur lui avait achetées. Elle a tout l'argent là. Elle a même vendu ces choses parce qu'il fallait enlever le sang. On a dit que c'est le cancer du sang. Il fallait enlever le sang. On a enlevé le sang. La petite partie qui restait, ça a commencé à s'infecter. Les asticots sortaient. Ça n'allait pas. DMG, ça n'allait pas. C'est donc comme ça que sa copine lui a dit, parle à tes parents. Va dire à ta mère. Parle à tes parents. Elle a même dit que oui, elle va parler à ses parents et tout. C'est donc comme ça que ses parents sont de l'Est. Elle a donc dit qu'elle va parler à ses parents. Elle se retourne donc à l'Est. Elle était déjà dans un état. Ça n'allait pas. Sa copine lui a dit que moi, je vais t'accompagner à l'Est chez tes parents. C'est comme ça qu'ils vont à l'Est chez ses parents et tout. Ses parents vont se dire que mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle raconte l'histoire, mais elle ne raconte pas qu'on est allé chez ses soeurs. Elle dit qu'elle a rencontré un homme, qu'elle a couché avec lui, que c'est après avoir couché avec lui qu'elle est devenue comme ça là. Pas juste que, mais ça ce n'est pas normal. Sachant qu'à Yaoundé, le médecin ne fonctionnait pas. Elle est partie à l'église, ça ne fonctionnait pas. Mais sauf qu'à l'église, on lui demandait ce qui s'était réellement passé. Elle ne voulait pas dire. Elle a seulement dit qu'elle a couché avec lui. Sa copine lui dit que, mais dis tout ce qui s'est passé. Elle ne voulait pas dire. On a fait des prières, rien n'a fonctionné. Elle est donc partie à laisser chez ses parents là. Ses parents lui ont dit, bon, on va aller regarder ce qui se passe. Et donc, comme ça, qu'en allant regarder, on lui dit seulement que ta fille a fait quelque chose qui n'est pas bien. Elle a fait ça, ça, ça. Elle a autorisé ça, ça, ça. Et la personne avec qui elle a fait ça, c'est un revenant. Il est décédé depuis très longtemps. Donc, quand lui, il revient seulement sur terre, là, sa mission, c'est seulement d'emporter les gens avec lui, où il est là-bas. Son contrat, c'est que s'il veut revenir sur terre, faire sa vie, il doit faire l'échange. Donc, comme lui, il est décédé là, si lui veut revenir sur terre, chaque 4 ans, il doit faire l'échange. Il doit échanger sa place contre une personne. Donc, il doit faire l'échange d'âme. Donc, c'était un truc comme ça là. Donc, mais là, on ne peut plus rien faire parce que c'est trop tard. Elle a trop tardé. Trop. Le seul truc qu'on peut espérer faire, c'est si elle a un objet du monsieur, si elle a quelque chose du monsieur qu'on peut travailler dessus. Elle dit qu'elle n'a rien. Elle n'a absolument rien du monsieur. Elle ne sait même pas où le monsieur vit. Il se voit seulement dans les grands endroits. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle a seulement dit que si tu n'as rien, tu vas seulement mourir parce que on ne peut rien, je ne peux rien faire pour toi au stade où tu es là. Tu as consenti toi-même. C'est comme si tu as donné ton accord. Je ne peux rien faire. Donc comme ça qu'on l'a donc ramenée. Elle est restée dans le village de ses parents là-bas. Peut-être elle a fait encore 1 ou 2 semaines. Elle est décédée. Donc comme ça qu'elle est donc décédée. Donc voilà DMG. Voici l'histoire, la première partie. Je vais raconter la deuxième partie dans un autre voice parce que je pense que ça peut faire 2 histoires. Sinon, ce serait trop long. Voilà, donc la deuxième partie, ce sera dans la suite. Pas la suite, mais une autre histoire toujours sur ça. Donc, commentez, likez, partagez et puis bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMJ, bonjour la communauté, bonjour la famille. Bonne année, heureuse année, je sais pas, plein de bonnes choses en tout cas, à tous. Alors ici, je viens avec une histoire de ma cousine Germaine. Bon, c'est pas... Bon, l'histoire s'est passée chez elle en tout cas. En fait, elle était une maman célibataire avec ses 2 enfants. La vie était un peu dure, quoi. Elle fait donc la rencontre d'un monsieur qui, lui, il avait sa petite vie. Il exerçait dans une petite entreprise de la place dans la ville de Douala. Alors, l'histoire te concerne directement. Le monsieur, il travaillait, tout se passait bien.
C'est ainsi qu'un jour, dans la société pour laquelle ils travaillent, ils d'abord des tenues de travail. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ailleurs, on dit des bleus. Je ne sais pas trop. Leur combinaison là. Un jour dont il part au travail, il avait pour habitude, il avait la sale habitude, parce que c'est ce qu'il faut dire. Il avait la sale habitude de laisser sa tenue de travail, une tenue de travail dans son box au travail. Un jour donc, en saison pluvieuse, il a lavé celle qu'il avait travaillé, enfin, celle qu'il avait portée durant la semaine. Il a donc laissé ça à la maison puisque la tenue n'avait pas séché. Il arrive au travail, il ouvre son box, il cherche son box, sa tenue de réserve. Il constate que la tenue n'est pas dans son box. Et il demande à ses collègues, mais attendez un peu, j'ai pour habitude de laisser une tenue ici, là. Au cas où, on ne sait jamais, parce que l'autre peut se déchirer. En cas d'accident, je peux rapidement me changer, là. Non, on n'a pas vu ta tenue. Tu n'as pas ce que tu es rentré avec chez toi. Il dit, mais comment? Je ne peux jamais rentrer avec ma tenue. En fait, ils ont sémé le doute dans sa tête, là. Bon, il a laissé ça comme ça. Il a laissé passer. Il a fait signe à son boss que, bon, d'habitude, il a une tenue ici, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être par erreur, quelqu'un a dû confondre le box, il a enlevé ça. Est-ce que pour la journée, il peut travailler comme ça? Le boss a dit que non, tu ne peux pas travailler comme ça. On va te donner un truc là, vite fait, pour que tu travailles avec. Voilà que des semaines se sont écoulées. Le travail continuait normalement. Un matin encore, il revient, il ouvre son box, il constate que la tenue est à l'intérieur. Ah? Il ne s'est pas posé de questions. Il dit que peut-être quelqu'un a constaté que la tenue ne lui appartenait pas. Il est venu remettre la tenue. Il a laissé la tenue dans la semaine. Donc, il suivait encore. Le gars prend la tenue, il met sur son corps. Quand il porte la tenue, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Après, il constate que, bon, il est bizarre, en fait. Il commence à se sentir faible, fatigué durant les travaux, là-bas au travail. Il dit à son boss que, bon, pourquoi comme ça? Ça ne donne pas, je me sens pas bien en tout cas. Moi, je me sens malade. Est-ce que je peux prendre la semaine, ne serait-ce que pour me faire soigner? Le boss savait qu'il n'y a pas de problème, puisque c'est un gars qui travaillait bien, apprécié de tous les patrons d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es quelqu'un de dynamique. Tu n'as même jamais crié ici que tu as mal à la tête. Et même quand tu as mal à la tête, tu viens travailler. Si c'est à haut niveau, il faut que tu rentres chez toi pour te faire soigner. Autant mieux, tu rentres. Et puis, tu nous reviens en forme. Le gars rentre à la maison. Ah, petit palu, ça ne fait que se détériorer. C'est comme ça qu'il est cloué à la maison. La femme dit Kéké, c'est quelle maladie que d'un coup comme ça, tu tombes malade et la maladie te prend. Elle dit qu'on part à l'hôpital. On part à l'hôpital. C'est comme si tout ce qu'on lui donnait à l'hôpital gâtait seulement son corps. Ouais, il va faire comment? Il va là, hôpital. Un jour comme ça, là, un matin, le gars cause avec sa famille normalement et tout. Après, il dit non, je me vais te chercher. Enfin, je m'avais fait la cuisine à la maison. Je reviens avec la nourriture de midi. Quand elle rentre à la maison, on appelle seulement que oh, maman, comme tu as tourné le dos comme ça, ton mari est resté mourir. Ah! Ça a choqué toute la famille que mais la fille, si comme ça, à peine d'avoir rencontré son gars et tout, et le gars l'aidait vraiment. Elle n'était pas à l'aise financièrement, franchement, avec ses 2 enfants. Mais après avoir rencontré le gars aimait vraiment cette fille et ses enfants. Ça avait été comme un coup de massue pour ma cousine Germaine là. Elle dit que ouais, je vais faire comment? C'était son espoir. La fille là a pleuré. La famille on a eu pitié d'elle jusqu'à quand même moi j'étais pas présente pour les obsèques, mais quand après on nous a publié les photos dans la famille de groupe et tout. Oh, le gars était couché comme s'il dormait, c'est-à-dire couché. C'est là où sa maman lui dit que mais attends un peu, c'est quelle maladie de quelques jours, peut-être une semaine et demie, le gars est parti comme ça. C'est là elle explique donc à sa maman que il nous avait dit qu'il a retrouvé sa tenue, il a porté sa tenue. Bon, elle a dit qu'elle s'est un peu tiquée, mais comment tu gardes ta tenue et après tu ne retrouves plus la tenue? De jour au lendemain, tu viens encore trouver la même tenue que tu avais laissée.
Elle lui a dit ça, elle dit à sa maman que, mais moi, je lui ai dit que, moi, si ce n'est que pour moi, tu n'utilises pas, tu ne devais pas porter la tenue là, parce que tu as demandé à tout le monde s'ils ont ouvert ton box pour prendre ta tenue. Tout le monde a dit non, mais comment tu viens ouvrir encore ton box, tu trouves la tenue à l'intérieur, tu trouves pas que c'est bien. Il dit, ah non, tu penses qu'on peut me faire quoi là-bas? Moi, je ne crois pas aux choses comme ça, et tout, et tout, et tout. Ça m'a dit que, faut pas comme ça, que comme tu sais que tu me racontes là, il faut pas qu'on ait piégé le gars si. N'est-ce pas que le truc est passé, le deuil est passé et tout. La famille du gars dit qu'eux, ils ne peuvent pas laisser la mort aussi comme ça. Parce que une mort, c'est une mort. Le gars était comme si... On le dit, quelle maladie, palu, le gars est parti. C'est quand il révèle dans ça que les deux côtés sont allés chercher. Quand ils partent regarder, ils constatent que effectivement, c'est un collègue par jalousie qui a pris, sachant que le gars, parce qu'on dit souvent que pour te faire quelque chose, il faut connaître ta chose ou bien qu'on connaisse ta chose. Le gars a pris la tenue de son collègue, il allait travailler la tenue là. Parce que le gars montait, il grimpait les échelons au travail, dû par son dur labeur, par le travail bien fait, la jalousie. Le gars allait travailler la tenue de son ami, il est venu remettre ça, sachant que le gars un jour va venir comme ça, il va porter sa tenue. C'est comme ça qu'on a fini avec la race du gars. Comme vous attendez là. Le gars est mort comme ça là, par jalousie du collègue. Jalousie du collègue. C'est bon, moi j'ai toujours dit ici sur DMG que quand vous côtoyez les gens, regardez-les, observez-les, surtout quand vous êtes en joie. Le cœur ne trompe pas, le cœur va manifester. Même s'il va beau masquer, le cœur va manifester. Il va faire un geste, soyez juste attentifs. Soyez juste attentifs. Voilà comment le monsieur est décédé. Que tu as gardé ta chose quelque part dans le lieu de service, je ne sais même pas où, quoi, même à la maison. Comme nous en Afrique, là, parfois, d'autres laissent ses babouches dehors. Ta babouche tape 1, 2, 3 semaines dehors. Puis tu joues là, demain, tu retrouves ça où tu avais laissé. Tu portes ça en vertu de quoi? Jette les bêtises. Là, comment le gars est mort? À sa tenue de travail, on a eu le gars comme ça. Dans la nouvelle est revenue à la famille, dans la famille, que c'est son collègue qui a fini avec lui. Via sa tenue. C'était un peu ma petite histoire. J'espère que ça peut un peu sensibiliser certains, surtout nos frères et sœurs qui sortent tous les matins là. C'était ça un peu. Et je vais vous raconter une histoire où cette histoire-ci nous a aidés aussi. Quand ton frère pleure, écoute les cris de ton frère et demande-toi pourquoi est-ce qu'il pleure et tire des leçons. On fait comme ça. Merci. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Coco, salut la grande famille DMG, j'espère vraiment que nous allons tous très bien. Et ici, Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. On n'oublie pas de partager, de nous abonner, de liker. On va encore de nouveau découvrir une nouvelle histoire intitulée La bague mystique. Alors, la famille DMG, avant de commencer, j'insiste sur le fait que nous devons vraiment nous abonner, partager et liker. Alors, sans plus tarder, nous commençons l'histoire. Il y a deux personnes qui s'aimaient à un point qu'on ne peut pas véritablement décrire. Et parmi ces deux personnes, on va appeler l'autre Jean. Jean était un homme qui aimait beaucoup le bling-bling, les chaînes, les bagues et autres, tout ça. Et il aimait beaucoup paraître. C'est-à-dire les types de personnes qui aiment beaucoup se taper la poitrine pour dire oui, ça c'est moi. Je suis fort, je suis là, quand je suis là, c'est moi seul, je dois être là. Alors ce dernier-là va décider un jour de voir les passants parce qu'il aimait beaucoup acheter les bagues dehors. Donc il va voir l'un des vendeurs d'une bague là. Et le vendeur viendra lui présenter automatiquement des bagues. Et il sera automatiquement impressionné par une spécialement qui était axée dans le cotteret, dans un coin là. Quand il va voir la bague, c'était un peu comme s'il était hypnotisé par la bague. Il va la regarder pendant un long moment et il va demander le prix. Ils vont négocier pendant environ 10-15 minutes et juste après, le vendeur va lui donner la bague, il va prendre, il va payer, il va porter automatiquement la bague. Et quand il porte la bague, automatiquement, il a l'impression de voir des choses qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire, il marche dans la rue et il a l'impression de voir d'autres personnes que quand il retire la bague, il ne voit pas. C'est un peu comme voir des revenants. Voilà. Donc, en partie, c'était une aptitude que cette bague-là pouvait lui permettre de faire. Mais
il ne va pas accorder de l'importance. Il va toujours porter cette bague. Il va aller voir sa petite amie Samira. Ils vont passer du temps ensemble. Ils vont manger du poisson braisé, de la tické. Ils vont profiter au max. Ils vont boire de la sucrerie. Et pendant qu'il sera en train de manger dans le coin, il voit une personne qui est assise dans le coin du bas là-bas, qui ne parle pas généralement, mais qui le fixe. Et il va se dire, bon, certainement que la personne regarde quelque chose d'autre, ou bien la personne le regarde sans toutefois mettre son attention sur lui. Et c'est comme ça qu'après, il va découvrir que en réalité, le gars même qui le regardait là, quand il retire aussi la bague, le gars disparaît. Et donc là, il commence à comprendre que ça, c'est quelque chose d'assez flippant. Et il commence à se poser des questions véritablement, cette bague-là. Mais cette bague-là, elle est quoi au juste? Il se pose des questions. C'est quel type de bague? Elle sert à quoi? Ces multitudes de questions-là lui envahissent l'esprit chaque jour et nuit. Et aussi, un autre aspect. Cette bague-là lui permettait d'avoir de l'argent et de ne pas être refusé par n'importe quelle fille. Il suffisait simplement qu'il arrivait la fille et la fille dit automatiquement oui, sans même qu'il ait eu à ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Trouvant cela de jour en jour plus étrange, il va décider comme ça de mener ses petites enquêtes. Il va retourner dans l'endroit du magasin là où il a acheté la bague chez le monsieur, mais ils vont lui faire savoir comme ça que le vendeur n'est plus là. Qu'en réalité, il vient juste là pour vendre les bagues et après il part. Mais que depuis la dernière fois qu'il a acheté la bague là, ils n'ont plus revu ce vendeur-là rôder dans les parages ici. Il se pose automatiquement la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Faudrait-il garder cette bague ou faudrait-il s'en débarrasser? Parce que mine de rien aussi, elle lui procure un certain nombre de côtés positifs. Donc il est là, il réfléchit. Et où est-ce que les choses vont commencer à s'empirer? C'est à partir du 2e mois. Il fera l'erreur de dormir avec la bague. C'est-à-dire la nuit, il doit coucher, il dort avec la bague. Et il a l'impression de voir des personnes qui sont dans sa chambre autour de lui, qui sont vêtues de tenues rouges, noires. Et il y a un particulièrement qui a porté une tenue rose. Oui, un homme qui a porté une tenue rose. Et on ne voyait pas le visage, mais on voyait un squelette en fait. Et c'est lui qui prononçait des paroles vraiment étranges, je ne sais pas qui il était. Et il voyait son lit complètement entouré de ces personnes-là, qui étaient guidées par ce squelette qu'il voyait là. Bon, il va commencer à prendre peur de plus en plus et il va se réveiller brusquement. Bon, apparemment c'était un rêve, ok, ça peut aller. Il va se rendormir et cette fois-ci il fait un rêve où il se voit trébucher du haut d'un endroit, d'un immeuble. Il se voit en train de marcher dans les escaliers au début. Quand il arrive sur la dalle, il voit sa petite amie Samira. Quand il se précipite pour aller vers elle, il voit l'immeuble se fondrer comme ça devant lui et la chute, la peur de la chute là fait qu'il se réveille encore. Il commence à se poser des questions, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui en est à la base de tout ça? Qu'est-ce qui le fatigue autant comme ça? En réalité, ce qu'il ne savait pas, cette bague-là se nourrissait de son âme, de ses pensées et aussi de son étoile, de sa force spirituelle. C'est pourquoi on dit généralement il est important de prier. Quand on achète des objets, pour ceux qui vont à l'église, autant les faire bénir. Pour ceux qui ne vont pas à l'église, qui sont musulmans, je pense qu'il y a des sourates pour sanctifier des objets. Donc, n'utilisons pas les objets comme ça. Tant que nous ne savons pas véritablement à quoi cet objet a été consacré ou à quoi cet objet a servi. Mais non, il y a des personnes qui utilisent des objets, qui achètent des trucs et automatiquement ils commencent à porter. Et après, ils s'étonnent que leur vie soit remplie d'embûches ou encore soit un peu structurée sous forme d'escalier façon, ils ne comprennent pas. Alors, effectivement, c'est ça. Et pour comprendre tout ça, c'est quand sa petite amie viendra lui dire un jour que la bague que tu as achetée là, est-ce que tu sais que c'est pas une bague normale? C'est une bague mystique. Il va dire comment ça? Enfin, il est déjà surpris qu'elle ait su ça. Donc, il essaie d'en savoir un peu plus. Il va dire, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? La dernière fois, quand je priais, disait-elle, quand je priais avec mon oncle, il a eu une vision où on te voyait enchaîné. Et tu étais dans une pièce, tu essayais de te débattre, tu essayais de sortir, mais tu pouvais pas. Il va dire, je comprends maintenant d'où vient en fait cette confusion-là. Elle a dit, il faudrait mieux que tu t'en débarrasses de cette bague-là le plus rapidement possible. Et c'est là la partie mystique de l'histoire. Pourquoi? À chaque fois qu'il se débarrasse de la bague réapparaît dans la chambre.
Il va, il jette complètement dans de l'eau, quelque part, et il reprend la route, il revient à la maison, la bague est sur son armoire. Il prend la bague, il va creuser un trou, il enterre, il revient, la bague est automatiquement sur son lit. Et ce genre d'événements vont tellement se produire à maintes reprises qu'il ne va pas comprendre pourquoi c'est comme ça. Et la finalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils vont faire appel à un prêtre qui viendra et qui a fait une prière. Le credo de Nicée-Constantinople, c'est une longue prière pour pouvoir délivrer les personnes des esprits torturés, des âmes torturées plutôt, des personnes qui ont besoin de... Voilà. Donc, ils vont réciter ça ensemble. Et pendant qu'ils sont en train de réciter, c'est là qu'ils voient quelque chose d'incroyable. Ils voient la bague se métamorphoser complètement en quelqu'un. Et la personne sort et la personne dit, il m'appartient. Le prêtre dit, non, il ne t'appartient pas, que c'est un enfant de Dieu. Aussitôt, ils vont commencer à échanger de manière tumultueuse et des débats soporifiques vont commencer. La bataille du bien contre le mal. Et pour finir, comme on le sait toujours aussi bien, il n'y a que par la foi qu'on est sauvé. Et c'est là que le prêtre va délivrer essentiellement ce dernier. La bague va totalement brûler et disparaître de la pièce. Donc, la grande famille DMG, en vous racontant cette histoire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Les objets que nous achetons dehors, pensons à les sanctifier, pensons à les bénir. Il y a tellement de formules pour pouvoir faire purifier nos objets nous-mêmes, parce que ça nous permet de ne pas pouvoir être en contact avec des esprits impurs. Et puis aussi, quand on développe une certaine passion pour le matériel, il en va de soi que des fois, on va tomber sur des objets un peu mystiques de ce genre. Allez, on fait beaucoup attention à la grande famille DMG. Bisous. On n'oublie surtout pas de partager, de nous abonner, de liker. Allez, à plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire, commenter, liker, partager. Bonjour, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la team DMG. J'espère que nous nous portons bien. Bonne année encore à nous. Excusez la qualité de ma voix, j'ai la grippe. Alors je viens vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous savez que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont majoritairement musulmans. Mais que parmi eux, il y a aussi des chrétiens. Ils cohabitent ensemble au point que parfois on ne fait pas la différence. Moi, j'adore cette cohabitation religieuse, sincèrement. Alors, c'est l'histoire d'une petite famille. D'une petite famille, il s'agit d'une belle-mère, de son fils, de sa belle-fille et de l'ami de son fils. Alors, nous allons appeler la belle-mère Fatima. Nous allons appeler le fils Ibrahim. Nous allons appeler la femme d'Ibrahim, c'est-à-dire la belle-fille de Fatima, nous allons l'appeler Rebecca. Et l'ami d'Ibrahim, nous allons l'appeler Léon. Voilà que Ibrahim tombe amoureux de Rebecca. Il est en train de lover, il love. Et puis il s'est dit que le moment est venu de présenter son amoureuse à sa mère Fatima. Ibrahim vient, il présente sa femme, non pas sa femme, il présente son amoureuse à Fatima. Et à Fatima, sa belle-mère, et il pense que bon, voyez un peu. Mais franchement, Fatima n'a pas aimé Rebecca. Ah ça, je vous le dis, hein. Fatima n'a pas aimé Rebecca. Dès le premier coup d'œil, elle a trouvé que bon, elle a trouvé que Rebecca était une fille fade, une fille bizarre et tout. Mais alors qu'à vue d'œil, Rebecca était une très belle femme, vraiment très jolie. Alors Ibrahim s'est dit que bon, peut-être c'est les caprices de belle-mère, c'est les caprices des mères et tout, ça va aller. Le temps passe, Ibrahim love avec sa go. Voilà que, malgré que le temps passe, Fatima n'avait pas peur, elle ne faisait pas d'hypocrisie, elle démontrait par A plus B à tout le monde, et Rebecca elle-même le savait, que sa belle-mère n'était pas dans elle, que bébé, que c'est pas le choix que moi j'ai accepté pour mon fils. Fatima ne voulait pas de Rebecca comme femme de son fils, elle ne voulait pas. Et tout le monde le savait, ça se voyait. Mais, qu'à cela ne tienne, Ibrahim, lui, il aimait Rebecca. Il aimait vraiment sa femme. Et c'est comme ça, après l'avoir demandé en mariage, il a commencé à organiser le mariage. Il a annoncé à sa mère que, il va se marier avec Rebecca. À l'approche du mariage,
Fatima a changé, la belle-mère a commencé un peu à changer. Elle a commencé à être un peu gentille avec Rebecca et tout. Elle ne parlait plus avec un ton autoritaire, quoi. Voilà. Et Ibrahim s'est dit que, peut-être que sa mère a accepté. Elle a accepté l'idée que lui, Ibrahim, épouse Rebecca. Et c'est comme ça qu'elle offrait maintenant des petits cadeaux à Rebecca. Oh, elle était maintenant attentionnée, elle lui conseillait, elle venait organiser le mariage ensemble, oh machin, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'à la veille du mariage, Fatima, la belle-mère, vient et elle offre des zigida à Rebecca. Oh, les filles du groupe, vous connaissez, non, des zigida. Il y a des zigida lumineux, il y a des zigida parfumés, il y a des zigida et zigida. Voilà. Il y a un genre de zigida même avec des cloches. Voilà, il y a tout genre. Elle a offert un genre là à Rebecca. Rebecca a aimé. Elle a trouvé vraiment ça, que c'était très attentionné venant de sa belle-mère. Et elle s'est dit que finalement, sa belle-mère avait accepté l'idée qu'elle puisse se marier avec Ibrahim, son fils. Et c'est comme ça que le soir du mariage, vous savez, la nuit de noces et tout, Rebecca a porté ses zigida pour faire plaisir à son mari. Et son mari aussi son mari était étonné. Il a dit non, c'est ma belle-mère qui m'a offert ça. Franchement, il était trop content. Ibrahim était franchement content. Maintenant, jusque-là, c'est bon. Maintenant, le temps passe. 6 mois, 1 an, pas d'enfant. Quand on dit pas d'enfant, là, même pas un retard. Vous savez qu'il y a un genre de retard là. Ça prend 2 semaines, c'est sorti. Au bout de 3 semaines, c'est sorti. 1 mois, 2 mois, c'est sorti. Mais il y a quand même retard. Vous voyez, non? Mais pour Rebecca et Ibrahim, là, il n'y avait pas de retard. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pendant tout ce temps, les 4 ans-là, ils partent à l'hôpital. Ils ont vu les gynécologues à gauche, les gynécologues à droite. C'est monté, c'est descendu. Les conseils. Oh, il faut laver le ventre. Oh, il faut faire les purges. Oh, Rebecca n'a pas fait quelle purge. Il faut boire telle potion. Elle a bu. Secouer le ventre. Jusqu'à même, ils sont même allés tenter à faire in vitro. In vitro, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils ont fait in vitro. Rien. Ça n'a même... C'est-à-dire que ce qui pouvait tuer Rebecca, c'est que... C'est-à-dire que... Elle se posait la question de savoir, mais attendez, même pas un retard. Comment c'est possible pour une femme? C'est-à-dire que... Non, mais attendez. Et Rebecca se rappelle que non, dans ses relations d'avant, elle a vu des retards. Ça rentrait, et puis ça ne tient pas. 2 semaines, 3 semaines, ça sort. Ou 1 mois, ça sort. Mais avec Ibrahim, là, même pas une mouche de retard. Oh, ils ont dépensé l'argent. Ils ne sont pas allés voir qui. Oh, machin, oh, c'est là. Ils ne sont pas seulement allés chez les Nganga. Mais ils sont allés chez les guérisseurs, les guérisseuses là, les mamans qui lavent les ventres là, ils ont tout fait, les purges, les boissons, tout ça, ils ont tout fait. Rien. Maintenant, nous sommes à la 5e année. Ibrahim est déjà fatigué. Ibrahim se pose aussi des questions que, l'histoire là va finir comment? Là, maintenant, moi, je suis un homme et tout, avec tout l'argent que j'ai, mais il faut quand même avoir des enfants. Même si c'est pas beaucoup, même 2, même 1 d'abord. Franchement, Ibrahim commençait à déprimer, quoi. Il faisait déjà une dépression. Rebecca aussi. Rebecca commençait maintenant à douter d'elle. Bon, qu'est-ce que j'ai? Machin. À l'hôpital, on disait que c'était bon, hein. Que non, ces trompes sont bien. Elle n'a pas de... les trompes ne sont pas bouchées. Il n'y a pas de myome, il n'y a pas de fibrome, il n'y a rien, l'utérus, c'est propre. Chez l'homme, ils ont même fait le spermogramme. Papa, ton sperme, tes spermatozoïdes sont bien. Il y en a plein. Maintenant, là où le fait que ça ne s'accorde pas, personne n'a pu expliquer ça scientifiquement. C'est comme ça qu'au bout de la 5e année, un jour, l'ami d'Ibrahim vient leur rendre visite. Nous l'avons dit, il s'appelle, nous allons lui donner le prénom de Léon. Léon vient et tout, vient passer 2-3 jours avec son ami, quoi, chez lui. Et puis, il prend son ami Léon, Ibrahim appelle son ami Léon à côté. Il dit, Mani, j'ai un problème dans mon foyer. Il explique. Il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce qu'il faut que j'aille voir ailleurs? Est-ce qu'il faut que je prenne une 2e femme? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr,
je ne peux plus rester dans cette situation. Voilà 5 ans. Le temps passe, l'âge aussi est en train de passer. Maintenant, son ami lui a demandé que, est-ce que tu aimes ta femme? Il dit que, de manière que j'aime ma femme, là, non. Et il dit à son ami, moi, je n'ai jamais prévu de faire des enfants avec plusieurs femmes. Non, non, non. Je dois seulement faire mes enfants qu'avec une seule femme. Ça va être facile pour moi à gérer. C'est comme ça que son ami, lui, il est chrétien. Son ami lui a dit que, Mani, moi, je suis chrétien. Moi, je ne vais pas te conseiller d'aller à gauche. Je ne vais pas te conseiller d'aller à droite, chez les Nganga. Non. Mais je vais seulement prier. Et c'est comme ça que son ami s'est mis en première pendant le temps que Léon était en séjour chez Ibrahim. Léon il s'est mis en prière pendant 2-3 jours d'affilée. Il a aussi gêné un peu. Il a demandé à Dieu de lui montrer la vérité du problème de son ami et frère. C'est comme ça qu'un jour, ils sont à table, en train de manger et tout. La femme, c'est-à-dire Rebecca, en train de faire la table et tout bien. Et puis, il y avait un truc qui est tombé. Léon était assis à table. Ibrahim assis à table. Il y a quelque chose qui est tombé. Et Rebecca est venue, elle s'est penchée, elle a ramassé l'objet qui était tombé. Pendant qu'elle a ramassé, elle avait le pagne aux hanches. Donc, en se penchant, les ziguidas que Rebecca portait se sont vus. Tu vois, non, par le dos. C'est comme ça que Léon est entré en sens. Léon a commencé à parler. Il a dit que les ziguidas, enlève les ziguidas. Oh, Rebecca a été étonnée. Rebecca a commencé à trembler. Ibrahim a même dit à Rebecca, mais comment tu peux te mettre comme ça et tout? Peut-être que, je sais pas, ils n'ont pas d'abord percuté en fait. Ils n'ont pas percuté. Rebecca, Ibrahim a commencé même il a appelé Rebecca à côté que, mais regarde comment tu te tiens et tout. Parce que les ziguidas, normalement, c'est comme un sous-vêtement. Donc, c'est pas normal qu'un autre homme puisse voir le sous-vêtement d'une femme et puis en fait une femme mariée. C'est comme ça que Rebecca a dit, non, mais je n'ai pas fait exprès. Bon, voilà, c'est passé. Mais Léon a dit, même quand ils sont revenus à table, Léon a dit que les ziguidas, enlève les ziguidas. Les ziguidas, enlève. Là, l'esprit saint en train de me parler là. Que c'est les ziguidas le problème. Rebecca regarde Ibrahim. Enlève les ziguidas, enlève. Dès que Rebecca a dit que bon, pour calmer la situation, elle est partie dans la chambre. Elle a enlevé les ziguidas. Quand elle a enlevé les ziguidas, l'esprit de Léon aussi est revenu. Léon lui a dit, ne porte jamais plus ces ziguidas-là. Bon, elle a emballé ça, elle a mis ça, elle a dit que je ne veux plus que tu portes ce qu'on appelle ziguida dans ton corps. Ibrahim, sa femme n'ont rien compris. C'est comme ça que quand Léon va se reposer, il sort de la maison. Le soir, la belle-mère Fatima appelle. Elle appelle Rebecca. Rebecca, mais qu'est-ce que tu as fait? Machin, tu as enlevé les ziguidas, pourquoi? Oh! Rebecca appelle son mari. Ibrahim vient écouter. Elle fait le geste. Ibrahim vient écouter. Elle commence à gronder Rebecca. Donc, l'esprit que la belle-mère avait depuis là, qu'elle grondait, elle parlait mal à Rebecca, c'est revenu. Gronder Rebecca. Parler mal. Oui, tu as enlevé les ziguidas, pourquoi? C'est moi qui t'ai donné ça. Tu veux me tuer ou quoi? Moi, je ne t'ai jamais accepté comme belle-mère et comme belle-fille. Bon, dis que non, je ne t'ai jamais accepté. Je t'ai donné les aiguilles là pour que tu ne fasses jamais d'enfant avec mon fils. Ibrahim met les mains sur la tête. Ibrahim était dépassé. Dit quoi? Elle a continué à parler, donc elle a avoué. Et c'était au téléphone, hein? Elle a avoué, dit que non. Tu pensais que quoi? Parce que j'étais gentil avec toi. Je t'ai donné les aiguilles là. C'était pour que tu ne fasses pas d'enfant. Et ça, peu importe, là, vous pouviez partir, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Le but était que mon fils devait se fatiguer de toi et prendre une deuxième femme, une femme de chez nous, une femme musulmane, une femme de chez nous. C'était ça le but. Ibrahim était dépassé, Rebecca était dépassée. Ils ont compris que dans la prière de Léon, Léon les a délivrés. Par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Léon les a délivrés. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils ont pris les ziguidas là. Ils ont brûlé. Ils ont encore appelé Léon. Léon a fait les prières dessus. Pour que les ziguidas là se brûlent. Bon, les amis, c'était dur. Hein? Ils ont passé presque toute une journée à brûler les ziguidas là. Couper, ça ne se coupe pas. Mais en tout cas, qu'à cela ne tienne, ça s'est finalement brûlé.
Ils ont éparpillé les perles là dans toute la ville. Ils ont brûlé ce qui se brûlait, ils ont écrasé ce qui allait, ils ont versé l'huile d'onction dessus avec l'eau bénite, tout ce qu'ils ont avec comme des trucs chrétiens là. Ils ont versé ça dessus. C'est comme ça, au bout de 3 mois seulement, Rebecca a conçu. Là, je vous parle là, Rebecca enceinte, c'est une histoire qui se réalise là en 2025 là. Rebecca a conçu, Rebecca enceinte. Rebecca enceinte. Depuis là, le fils, Ibrahim, a coupé les ponts avec sa mère. Il a dit pour l'instant, pardon, je n'ai pas encore digéré ce qu'elle a fait. Donc, ils ont coupé les ponts avec la belle-mère et la mère. Ils ont coupé les ponts. Ils sont restés un peu de leur côté. La Rebecca enceinte. 2026, là, Rebecca va accoucher. Vous voyez, non? On va encore dire quoi? Voilà. C'est pour dire que parfois, les gens qui ne nous aiment pas, les sorciers et autres là, les gens malveillants, ils ont toujours un truc. Ils sont extrêmement intelligents, c'est-à-dire ils ont de la suite dans les idées, dans le but toujours de nous faire du mal. Mais toujours, Dieu reste notre priorité. N'oublions jamais de prier. Peu importe la religion à laquelle nous appartenons, peu importe ce que nous faisons, Dieu est le suprême, le tout-puissant. Nous devons toujours mettre Dieu en avant. Les prières, n'oublions pas. C'était ça l'histoire d'aujourd'hui. Merci à tous. Gros bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00, allez sur DMG Productions. Donc, on passe à la 5e histoire. Coco, la grande famille DMG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. On n'oublie pas de partager, de nous abonner, surtout de liker, mais aussi sensibiliser nos proches sur les réalités du mysticisme africain. Vous avez reconnu la voix, ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je veux au passage saluer toutes les personnes qui viennent ici conter les histoires, notamment Sagesse de Paul, la maman, la dame de Créby et tout le monde, et aussi la dame qui raconte les histoires de son quartier. Vraiment, je tenais à vous faire un gros bisou de là où vous êtes. Que Dieu nous donne longue vie, une santé de fer, afin que nous puissions toujours continuer à raconter des histoires et édifier les autres pour qu'ils évitent de tomber dans les pièges et les tares de la société en rapport avec le mysticisme. Alors, je commence l'histoire en disant tout simplement que cette histoire va s'intituler La délivrance. La famille DMG, de nos jours, nous voyons tellement de choses sur les réseaux sociaux que parfois on se demande si ça c'est vrai. Mais c'est vrai, de nos jours, nous sommes entièrement dominés par l'intelligence artificielle. Artificial intelligence. Ok. Ce problème-là fait que on a du mal à discerner le vrai du faux. Voici une personne qui avait passé un pack il y a de cela très longtemps, qui ne savait pas exactement par quel moyen il pouvait y mettre un thème. Chaque jour, il était inquiet. Quand il prenait son téléphone, qu'il tapait sur YouTube, délivrance, il voyait automatiquement des gens qui sont assis, on prie sur eux, et puis automatiquement, il y a des choses qui sortent de leur corps comme ça, ou encore des personnes qui sont assises, et puis subitement, ils s'agrippent au toit. On voyait tellement de choses. Mais comment pouvoir faire la part des choses, excusez. Comment pouvoir savoir que ça c'est vrai et savoir que ça c'est faux? Effectivement, non, on ne peut pas savoir. On peut seulement que se fier aux commentaires et savoir que ouais, ça c'est vrai ou ça c'est faux. Mais en réalité, ce dernier-là, il était de jour en jour très triste parce qu'il avait signé un pacte avec une fille. Bon, au passage, je voudrais attirer aussi l'attention de toute la famille DMG sur un fait. Ne jamais accepter que votre conjoint ou votre conjoint décide de passer un pacte avec vous. Peu importe le point à quel niveau vous vous aimez, une chose à éviter. Ce dernier-là avait pris une lame, s'était tranché une partie du corps, et aussi la fille en a fait pareil, et tous les deux ont pris le sang qu'ils ont combiné et qu'ils ont prononcé des paroles. Et depuis ce jour, quand il est à la maison, il a l'impression de ressentir ce que la fille ressent là-bas. La fille aussi a l'impression de ressentir ce que lui ressent ici. Mais très vite, ils avaient l'impression que tous les deux pouvaient faire des voyages astro. Ils pouvaient se démystifier, c'est-à-dire complètement leur âme pouvait sortir et aller se pavaner au beau milieu de la nuit avant de revenir. Donc ça, c'est la pure sorcellerie. Quand l'homme s'est rendu compte de cela, il avait décidé comme ça de voir un homme de Dieu
pour qu'il puisse prier pour lui, pour qu'il puisse le délivrer. Mais toutes les personnes qu'il partait voir lui disaient ouvertement que eux, ils ne pouvaient absolument rien y faire. Bon, on ne sait pas s'ils avaient peur ou encore c'était une preuve d'incapacité de la part de ces hommes religieux, mais c'est un jour, en écoutant peut-être l'enseignement d'un prédicateur, qu'il va tomber sur des choses vraiment troublantes. Notamment, le prédicateur dira que lui, quand on parle de délivrance, qu'est-ce que ça veut dire? On délivre des personnes qui sont vraiment condamnées lors d'un pacte. Mais le prédicateur va plus loin en disant qu'il a osé délivrer une personne comme ça et que la personne a osé vomir des pointes. Ou encore la personne a vomi un œuf de perdrix. Ou encore, il a pris un cas où il a osé prier pour une femme et la femme, automatiquement, elle a, bon, excusez de l'expression, elle a, bon, je ne sais pas si on va dire, elle a mis au monde. En tout cas, quelque chose est sorti du bas d'elle, mais c'était un sac de chiffon. Bon, comment est-ce qu'on peut interpréter cela si ça n'émane pas du mysticisme? Et il continue de suivre l'enseignement de ce dernier-là, et il voit qu'il y a une phrase qui est dite automatiquement. Le prédicateur dit, comme s'il s'adressait directement à ce dernier qui était sous le pacte-là, que la délivrance vient premièrement de tout un chacun. Avant de vouloir prendre l'initiative de se dire qu'on veut être libéré, il faudrait qu'on le ressente du plus profond de notre âme. Il faudrait que notre âme ressente l'envie de vraiment d'avoir envie d'être libéré. C'est comme une personne qui dit, bon, je veux guérir, mais qui ne va pas à l'hôpital. Tant que l'effort personnel ne sera pas fait, il n'y aura pas de miracle, en fait. Et c'est là que pendant que l'homme, le prédicateur, commence à prier, et que c'est là que ce dernier-là commence automatiquement à sentir quelque chose qui tourne dans son ventre. Et très vite, il se précipite, il va dans les toilettes, il s'assoit sur le WC, et bon, enfin, il fait son affaire. Quand il termine, il se lève, il est surpris de voir que ce sont de minuscules petits serpents noirs qui sortent de son intestin. Il dit qu'à partir de ce jour-là, il s'est senti totalement libéré et il n'a plus jamais rencontré la fille encore. Si elle vit ou si elle est morte, il ne sait pas. Mais que plus jamais il se permettra de vouloir signer un pacte avec une fille, et cela, même s'il l'aime à un point jusqu'à en mourir. Donc la famille DMG, cette histoire elle est très courte, mais la moralité de l'histoire, il faudrait savoir que la délivrance vient premièrement de l'envie de soi. On a envie soi-même d'être libéré en fait. S'il n'y a pas d'envie d'être libre, alors on sera toujours prisonnier, condamné. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, le second aspect, comme je viens de le mentionner un peu plus haut, évitons généralement de faire des pactes. Parce que lors des différentes alliances, il y a des propos qui sont dits ouvertement, puisque Dieu nous a donné la capacité de pouvoir parler en langue, mais il nous a aussi donné la capacité de pouvoir parler dans notre cœur en silence. Donc, pendant que des gens sont en train de signer le pacte, votre partenaire, que ce soit monsieur ou madame, que vous ignorez tant, peut prononcer des propos dans son cœur que vous ignorez, peut dire quelque chose du genre « je souhaiterais qu'elle soit à moi à tout jamais, qu'elle rêve à moi, qu'elle enfante jamais ». Ce sont des choses qu'on ne peut pas vous le dire ouvertement, mais ce sont des choses sur lesquelles vous devez faire preuve de discernement. Alors, voici l'histoire, la grande famille DMG. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro, bien sûr. Merci, coucou. On n'oublie surtout pas de nous abonner, de partager, de liker encore une fois. Allez, bisous, bye. On se voit la prochaine fois. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Thierry, le monsieur qui a raconté l'histoire de son ami. Ah, c'est moi. Je viens pour vous dire que mon ami là est décédé. Il est décédé le jeudi. Il est décédé à 10h. Voilà. Donc, pour tous ceux qui voulaient m'envoyer là, c'est plus possible. Voilà, il est décédé. Ils l'ont enterré vendredi.
Voilà. Parce que quand je suis parti là-bas, sa maman m'a dit qu'il est décédé. J'ai vu le corps. Voilà. Waouh, il est décédé. Donc, c'est plus la peine pour ceux qui voulaient envoyer l'argent sur le numéro que j'ai donné, mon numéro que j'ai donné. C'est plus la peine, c'est plus la peine. Il est décédé le jeudi, le 1er janvier à 10h. On l'a enterré le vendredi. Le vendredi, on l'a enterré. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment je vais. Voilà. Les mots me manquent tellement ça me fait mal. Tellement ça me fait mal. Voilà. Donc là, je tiens à parler pour dire de ne plus envoyer l'argent, de ne pas même envoyer l'argent. C'est plus possible, c'est pas possible parce qu'il est décédé. Mon ami il est décédé. Finalement, le cancan a eu raison. Le féticheur a eu raison. Il avait dit qu'il n'avait pas longue vie. Il a eu raison. Donc là, c'est plus possible parce que quand j'ai fait l'annonce, quand j'ai fait le SOS, j'ai raconté l'histoire. Il y a un de tes abonnés, ou même il y a un qui écoute l'histoire, un de tes abonnés qui m'a appelé. Voilà, il m'a dit de donner mon numéro Orange Money. Il va m'envoyer une somme de 50 000. Je lui ai dit que non, c'est pas possible parce que mon ami là est décédé. Voilà, il est décédé. C'est le même vendredi là, le 2 là. Ton abonné m'a appelé pour dire qu'il va m'envoyer l'argent. Il lui a dit que non, c'est plus possible parce que mon ami est décédé. Il est décédé. Voilà. Donc, faut pas, il va m'envoyer l'argent, c'est plus possible. Donc, oui, ça. Je m'appelle Thierry. Mon ami, là, ça me fait tellement mal. Donc, là, voilà, il est décédé. Je te dis merci d'avoir quand même publié. Je n'ai pas encore vu. Mais je sais que tu as publié. Je n'ai pas encore vu. L'histoire postée sur YouTube. Je n'ai pas encore vu parce qu'actuellement, voilà, je suis en dépression à cause de la mort de mon ami, là. J'ai beaucoup de choses, voilà. Je n'ai pas encore, mais je sais que quand même tu as publié. Et je dis merci à tes abonnés. Voilà. Je dis merci à tes abonnés, je dis merci à tout le monde. Parce qu'il y a un de tes abonnés, je viens encore de le dire, il y a un de tes abonnés qui voulait m'envoyer une somme de 50 000, il m'a appelé, je lui ai dit que non, c'est plus possible parce que mon ami là est décédé. Voilà. Donc le numéro que j'ai donné, n'envoyez pas l'argent dessus ni rien. Ça c'est après parce qu'il est décédé. Il est décédé le 1er janvier 2026 à 10h. Le féticheur là avait raison, le cancan là avait raison, le marabout avait raison, il a dit qu'il n'a pas longue vie. Donc c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Je veux raconter encore une deuxième histoire. Ça, c'est pas un SOS, non. C'est l'histoire d'une jeune fille. Parce que je l'ai écouté à la radio, ça date un peu. L'histoire d'une jeune fille. À l'école là-bas, on a souvent tendance à dire il y a Dame au sabot qui arrive, il y a Mamie Wata qui arrive, et puis tous les écoliers sont effrayés. Donc ce jour-là, les enfants disaient entre eux dans la cour de l'école, oh, la sirène arrive, Dame au sabot arrive, Dame au sabot ici en Côte d'Ivoire. C'est une femme qui traumatise tous les enfants. Même à l'école primaire, les enfants savent de quoi je parle. Ceux même qui vont écouter ici en Côte d'Ivoire, ils savent de quoi ils parlent. À l'école primaire, nous a tous traumatisés. L'histoire, on n'a jamais vu, mais on disait qu'elle arrivait, puis tout le monde fuit. Donc quand tout le monde a fui, ça racontait dans l'école que voilà, elle arrive, quand tout le monde a fui, la fille, il y a une fille qui a dit, mais Dame au sabot, dans son cœur, elle a dit Dame au sabot. Mais tout le monde parle de toi, on te voit jamais, moi je veux te voir. Et puis elle est partie à la maison. Après l'école, elle est partie à la maison, le soir elle a dormi. Et la Dame au sabot est venue dans le rêve de la fille pour dire que tu as dit que tu veux me voir, me voici, je suis là. Elle a donné un pouvoir surnaturel à la fille. Tout ce que la fille disait se réalisait. Donc la fille a grandi avec ça et elle devenait belle, de plus en plus belle. Elle a grandi avec ce pouvoir-là. Quand elle te dit quelque chose, il faut monter, il faut descendre, ça se réalise. Donc en classe de terminale, en classe de seconde, elle était avec un jeune et le jeune l'a breaké. Bon, son voisin quoi. Vous connaissez les jeunes de l'école là. Ils sont un peu bandits, ils commencent à chercher femme. Voilà. Donc le jeune l'a breaké, il a dit, ah mais tu es jolie, hein, je veux de toi, tu es jolie. Et la fille a dit, non, je ne veux pas de toi. Et puis il a commencé à taquiner la fille. Le jeune avait porté un pullover. Elle a dit elle a maudit le jeune, elle a dit le pullover que tu vas porter là. C'est le même pullover que tu vas porter du début jusqu'à la fin de l'année. Parce que tu n'auras plus d'habits. Et le jeune
il n'avait plus carrément d'habits. Il a porté ce pull-over-là du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Quand on lui demande, il dit que c'est son habit préféré. Il dit que c'est son habit préféré. Je ne sais pas, mais il dit que c'est son habit préféré. Il est venu avec ça à l'école jusqu'à fin d'année. Et comme ça, elle était sa camarade de classe aussi. Sa camarade de classe aussi. Elle était sa camarade de classe. Voilà. Et puis, ils ont en Côte d'Ivoire, ici, on dit Badjo. Quand elle copiait, parce qu'elle était un peu forte, brillante à l'école. Donc, sa camarade a copié sur elle. Donc, tout ce qu'elle a copié sur sa feuille, sa camarade a recopié. Parce qu'elle était un peu forte à l'école, elle était brillante. Et elle a eu une bonne note et sa camarade a eu 0. Sa camarade était étonnée, elle dit, ah mais, tout ce que tu as copié sur ta feuille, là, c'est ce que j'ai recopié sur ma feuille. Et puis, tu as une bonne note. Et puis, moi, il y a 0. Je ne comprends pas. Oh, tout ce que tu as copié, c'est ce que j'ai recopié. Les virgules, les points, tout. Et elle a dit à sa camarade, donc tu veux dire que quoi? Que moi, je t'ai trompé. Bon, comme tu dis que c'est à cause de moi, tu as eu 0, là, tu auras 0. Du début de l'année, tu auras 0 jusqu'à la fin de l'année. Mais je vous assure, sa camarade de classe a eu 0 du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et elle a été renvoyée. J'ai dit 0. Elle étudie, elle fait tout. Quand elle écrit, quand les résultats viennent, c'est 0 jusqu'à elle a été renvoyée. Et après, ils sont partis voir un homme de Dieu. Et c'est dans ça, après à l'école, il y a des cellules de prière, tout ça là. Et c'est dans ça maintenant, elle est partie vers un homme de Dieu pour avouer. Pour dire, oui, ça, c'est dans mon cerveau qui m'a possédé. Vraiment, quand je parle, ça se réalise, oui, ça. Et les hommes de Dieu là ont prié pour elle et elle a été délivrée. Voilà. C'est pour te dire aussi, Dieu peut passer par aussi un cancard pour te délivrer. Dieu peut passer par tout le monde pour te délivrer. Donc, c'était ma petite histoire. Voilà. Merci bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like. Si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimerez pas qu'on reconnaisse vos voix, signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà. Donc, commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires. Numéro à l'écran, c'est de plus 237 655 81 90 17. Et nous allons jouer ici. Ciao.